On va continuer la table ronde avec les écoles d'ingénieurs maintenant qui vont nous rejoindre pour cette deuxième table ronde qui est la mise en œuvre de cet enseignement. Vous le disiez, Monsieur Baudin, on est assez exemplaire ici dans le Grand Est et vous allez découvrir des écoles d'ingénieurs qui ont pris les choses en main depuis plus de 20 ans et qui vont partager leur expérience avec eux. Si Olivier Chéry de l'École nationale supérieure des génies des systèmes et de l'innovation veut bien maintenant nous rejoindre. Merci d'être là. Vous êtes responsable du pôle développement durable et qualité et vous enseignez donc ces notions depuis plus de 20 ans. À vos côtés, Laurent Perrin pour l'ENSIC, l'École nationale supérieure des industries chimiques. Marc Salessina, vous êtes là ? Oui, Marc Salessina pour l'IAE. Je ne vous ai pas rencontré. Je ne sais pas si Monsieur Salessina... Ah, pardon. Venez aussi. Merci de nous rejoindre. Vous enseignez les sciences de gestion et plus particulièrement la gestion des ressources humaines et on va voir comment la sécurité et la santé entrent dans votre enseignement. Valérie Wittstoum pour l'EIGM, merci de nous rejoindre, directrice des études et vous enseignez la santé au travail. Voilà, les écoles d'ingénieurs sur le Grand Est. Monsieur Bardot, vous restez avec nous et Monsieur Renaud aussi. Les écoles sont exemplaires sur notre territoire et on va commencer peut-être avec vous, Olivier Chéry. 20 ans d'enseignement de ces notions à l'intérieur de l'école d'ingénieurs. Vous êtes passionné par ces questions depuis toujours. Comment ça a évolué? D'où vous êtes parti et où est-ce que vous êtes aujourd'hui au sein de votre école? Initialement, j'ai un peu baigné dedans puisque mon papa était directeur dans une CPAM. Donc, j'ai été un peu baigné là-dedans. Et au départ, donc, j'ai été largement inspiré du lieu où j'ai fait ma thèse, où deux enseignants, dont Laurent Perrin ici présent, m'ont beaucoup inspiré. Et j'ai plutôt débuté l'enseignement à l'école autour de l'analyse des risques industriels, en pensant que c'était peut-être plus adapté. Et au fil du temps, j'ai glissé vers la prévention des risques professionnels, où là, j'ai vraiment trouvé ce qui était au cœur de la formation, puisqu'on forme des ingénieurs généralistes autour de la gestion de projets, sur des projets d'innovation. Donc, je pense que même si je continue de leur parler de risques industriels, maintenant, j'ai vraiment axé la formation autour des risques professionnels. Et alors, on est parti il y a 20 ans avec quel genre de module? Enfin, comment ça a évolué? C'est combien d'heures dans la formation d'un ingénieur qui se fait en 3 ans ou en 5 ans chez vous? En 5 ans. En 5 ans. Au départ, c'était des intervenants extérieurs ou des consultants qui venaient présenter des méthodes d'analyse des risques, on montrait quelques films. Ça représentait une dizaine d'heures. Et aujourd'hui, on est autour d'une centaine d'heures, autour de ces thèmes-là. Assurés par des intervenants extérieurs ou aujourd'hui des professeurs ou des enseignants de l'université qui se sont emparés de ces thèmes aussi? Il y a les deux. Oui. Je vous explique un peu le déroulé, oui, j'en profite. Oui. Donc, pour répondre à la personne qui est intervenue tout à l'heure, on a effectivement un stage ouvrier obligatoire à l'école. Et ils doivent rédiger un rapport. Et dans le rapport, il y a un chapitre qui doit concerner l'observation des risques au sein de l'entreprise qui les a accueillis et du management au sein de l'entreprise qui les a accueillis. Je me sers pour ça du guide des stages qui avait été élaboré. C'est un superbe document très vieux, mais qu'on ne trouve plus. Et heureusement, on a gardé les archives avec Laurent. 1998, c'est quelque chose qui a été élaboré par l'INRS et l'ANACT et qui est superbement bien fait pour aider les élèves sous forme de fiches, pour observer, pour viser un petit peu l'observation dans l'entreprise. En deuxième année préparatoire, on leur demande de suivre la formation de sauveteur secouriste au travail. En première année ingénieur, ils font la formation base en prévention des risques professionnels qu'a montré Loïc tout à l'heure, donc qui dure une dizaine d'heures, et je leur fais faire en plus de l'auto-évaluation proposée par le module, je leur fais faire l'examen qu'il a présenté sur base de 2 vidéos où ils doivent répondre à un certain nombre de questions. Ils le font demain d'ailleurs. Bon courage à eux. Et puis en deuxième année, alors là, c'est pour moi le point d'orgue qu'on a réussi à construire à l'école. On a observé ce qui se faisait dans une école de Grenoble et on a réussi à la transposer chez nous autour du document unique d'évaluation des risques, où là, les élèves ont une formation que je leur donne dans ce domaine.
Et par groupe de 3, ils doivent réaliser un document unique d'évaluation des risques dans des très petites entreprises, donc essentiellement des commerçants, fleuristes, boulangers, ça peut Garagiste. aller jusqu'à des garagistes. Voilà. L'objectif, c'est que ça soit vraiment des entreprises de moins de 10 personnes. Et ils recherchent eux-mêmes les entreprises qui peuvent les accueillir. On leur développe tout un argumentaire pour conduire les entreprises à accepter le groupe de travail. Et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que certains, par exemple, ont eu une visite de l'inspecteur du travail la semaine qui a précédé, qui leur a dit « vous n'avez pas de document unique ». Donc là, ils sont bien contents d'avoir un groupe. C'est gratuit, donc ça les aide beaucoup à dire oui aussi. Et ça a un vrai poids puisque c'est un document que nous, on valide avec une collègue et que les entreprises peuvent envoyer à l'administration. En dernière année, on termine, donc ça représente au moins une quarantaine d'heures autour de ça. Et en dernière année, en troisième année du cycle ingénieur, il y a une journée d'intervention de quelqu'un de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de Paris, qui fait travailler les élèves par groupe autour d'études de cas tirées de cas réels d'entreprise. Et on termine la formation par le module pour lequel on a été formé, donc prévention et performance, qui fait bien les liens justement entre l'intérêt pour une entreprise d'allier, de bien faire la prévention et tous les bénéfices qu'elle peut en tirer. J'ai trouvé ce module particulièrement bien fait et vraiment remettant tout en musique par rapport à toute la formation qu'ils avaient pu avoir auparavant. Et peut-être que j'ai tort, mais je suis très fier de ce qu'on a construit, parce qu'il y a vraiment tous les modes d'enseignement. Hein. Le premier contact avec la prévention des risques, c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes sur le terrain en faisant leur stage ouvrier. Et ça va jusqu'à une réflexion en dernière année autour de la prévention. Elle sert aussi en termes de performance pour les entreprises. Merci beaucoup, Laurent Perrin, vous, pour l'ENSIC. Ce sont pour vous aussi des questions qui ont toujours été au sein de l'école, bien sûr. Alors, professeur en sécurité des procédés, responsable du Master SPIC, c'est un vrai diplôme en sécurité des procédés, environnement et qualité. Hein. C'est une expérience aussi de plus de 20 ans. Et c'est une évolution permanente surtout. Hein. On ne peut pas dire que l'enseignement de la sécurité et de la santé au travail, le cours, il est écrit une fois pour toutes. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, l'ENSIC, c'est un vieux bébé. C'est toujours un bébé, hein, parce qu'on fait de la pédagogie, donc il faut toujours se renouveler. C'est une école de 1887. Et la première fois qu'on a parlé sécurité dans cette école, en éducation, hein, pas simplement sur les accidents, c'est en 1987. Donc on a mis 100 ans à se réveiller. Et depuis 100 ans, je pense que maintenant, on est dans le pôle, dans le bon créneau de la pédagogie liée à la sécurité, au sens, tous les sens du terme, hein, du mot sécurité, au sens où vous l'entendez tous en ce moment. Il me semble que la première école de France, je parle d'école d'ingénieurs, hein, qui a parlé de sécurité, c'était Chimie Mulhouse en 1985 dans un DESS, un diplôme Bac+5 professionnalisant. Et à chaque fois, ça a été à la demande d'industriels, suite aux gros accidents industriels qui se sont passés de Bhopal et autres, hein, dans les années 80. Et à ce moment-là, il y a eu un grand virage dans la pédagogie en se disant il faut inclure ça. Bon, le gros problème des écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles n'ont pas de programme national. À partir du moment où vous avez une école, vous avez un droit pédagogique, vous enseignez ce que vous voulez. Voilà. Contrairement à un CAP, un bac pro, c'est des programmes nationaux. Vous êtes dans un UT ou un BTS, c'est des programmes nationaux. À partir du moment où vous sortez de cette boucle, on met ce qu'on veut dedans. Et je dirais que les écoles, on a entendu parler tout à l'heure de certains secteurs d'activité pour les écoles, ont un peu tendance à traîner un peu les godasses, tout simplement en disant c'est pas dans notre cœur de métier, on n'a pas de nécessité de regarder ça parce que voilà, ça ne nous concerne pas directement. Et nous, on a fait ça pendant un siècle. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? C'est les industriels qui étaient dans le conseil de l'école, voilà, qui nous demandent vraiment et qui nous disent attendez, là vous déraillez un peu, vous n'êtes plus dans la réalité de la vie.
Alors, il y a toujours la grande discussion, hein, est-ce que les universitaires savent ce qui se passe dans le monde industriel et vice-versa. À chaque fois, on a tous tendance à croire qu'on sait ce qui se passe chez l'autre. Potentiellement vrai, potentiellement faux. Voilà. Mais là, on était vraiment à la ramasse. Et il a fallu vraiment se recadrer. Et l'ENSIC a mis les moyens, elle a mis des enseignants-chercheurs à temps plein là-dessus. Et moi, j'ai pris la responsabilité des stages ouvriers à l'ENSIC en 1998. Le stage ouvrier, avant, c'était vous allez passer dans une entreprise et puis ça se passera bien comme ça. Voilà. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait un rapport. Et depuis 1998, le rapport est totalement dédié au stage ouvrier. Alors, un stage ouvrier, il faut bien comprendre aussi. Hein. Moi, je sais ce que c'est qu'un ouvrier. Un industriel sait ce que c'est qu'un ouvrier. Par contre, on a tous les deux une idée différente de c'est quoi un stage ouvrier. Voilà. Quand on me dit « Ah, c'est un élève ENSIC, élève ingénieur en chimie, génie chimique, on va le mettre dans un labo avec une blouse ». Pour moi, ce n'est pas un stage ouvrier. Voilà. À partir du moment où vous avez besoin de connaissances et de compétences, autres que pour lever des cartons et travailler, je dirais, bêtement à la chaîne, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux élèves ingénieurs, c'est qu'il faut au moins, pendant leur cursus ou dans leur vie, ils aient pendant au moins 4 semaines, 8 semaines c'est l'idéal, un contact direct avec le travail, voilà, et avec le monde du travail, avec des collègues qui vont travailler et qui puissent modéliser, qui puissent s'imaginer pour de vrai ce qui va s'y passer. Alors depuis 1998, ça fait plus de 2500 élèves ingénieurs qui sont passés en stage ouvrier entre mes mains. Je fais des stats, énormément de stats, et je m'aperçois que le monde du silence du stage ouvrier fait qu'en gros, on passe sous silence parce qu'on ne le demande pas dans les écoles, qu'en gros, 4 à 5% des élèves ingénieurs en stage ouvrier se blessent, ont un accident du travail, même s'il n'est pas vraiment déclaré, parce que le monde du stage ouvrier ou du stage et de la convention de stage est également assez transparent. Il faut bien retenir ce chiffre. Quand vous faites travailler quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de travailler et qu'il faut lever des caisses, bouger, couper avec un cutter, etc., voilà, on se blesse automatiquement. Pas automatiquement, enfin, statistiquement. Et vous retrouvez exactement les mêmes problèmes que sur tous les CTN. On retrouve aussi bien les troubles musculo-squelettiques, ou en tout cas des débuts, des lombalgies, des RPS, etc. Et on a d'ailleurs de plus en plus, vu qu'ils sont maintenant sensibilisés, de demandes de rupture de convention de stage. Vous dites que ce sont les entreprises qui ont permis à l'école d'évoluer, mais ça veut dire qu'il fallait mettre des moyens, il fallait former des gens, il faut investir de l'argent? Non, il fallait faire de la place dans les programmes, c'est tout. Voilà. Faire de la place dans les programmes. Ouais. C'est peut-être ce que vous faites aussi à l'EIGM. Madame Vitsout Valérie, vous êtes directrice des études et vous enseignez vous aussi la santé au travail. Vous avez un petit peu moins de recul que vos collègues, mais ce sont des choix pédagogiques clairs à faire aujourd'hui pour les écoles d'ingénieurs. Alors, on a quand même le recul de 15 ans. On a monté le module actuellement qui tourne en 2e année de cycle ingénieur il y a 15 ans. Donc, on commence à avoir un petit recul. Et on l'a monté grâce à l'INRS. On avait été formé par l'INRS à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on souhaiterait peut-être en faire davantage en enseignement traditionnel. Mais la problématique est qu'il n'y a pas forcément de place dans les programmes. On est limité en heures de par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Et donc, il faut qu'on fasse des choix. Mais au-delà des enseignements traditionnels, comme le disaient mes collègues précédemment, on a d'autres moyens d'enseigner la prévention et la sécurité par le biais des stages, des projets, on n'a pas encore parlé des projets, des visites d'entreprise par exemple, des travaux pratiques. Et donc en fait tout est prétexte tout est l'occasion d'initier les étudiants, de les former à la prévention. Des étudiants que vous sentez réceptifs ? Alors beaucoup plus qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on avait parfois des réflexions. Chacun est responsable de sa propre sécurité, ce qu'on n'entend plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution et des générations différentes qu'on accueille aujourd'hui. Avec vous, Marc Salessina, pour l'IAE, on va changer un petit peu de registre. On quitte les écoles d'ingénieurs pour les écoles de management. Là aussi, vous formez demain ceux qui vont gérer les ressources humaines aux écoles du management à Nancy. Ce sont des notions aussi qui sont apparues progressivement dans la formation de vos étudiants ?
Alors, il faut sans doute distinguer selon les spécialités qui sont suivies par les étudiants, parce qu'on ne forme pas que à la gestion des ressources humaines. En gestion des ressources humaines, ce sont des préoccupations qui existent depuis toujours, puisqu'elles sont en fait consubstantielles de l'existence même, quel que soit le terme qu'on utilise pour parler des pratiques de gestion des femmes et des hommes au travail. La question des conditions de travail, puis de la sécurité de travail, c'est quelque chose qui a toujours existé. Dans les autres spécialités, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent et on a encore un certain chemin à faire pour être au niveau de ce qui se pratique chez les collègues, même s'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours et qui sont à l'œuvre dans l'évolution de la formation. C'est-à-dire, vous aimeriez aujourd'hui pousser plus loin, c'est ça la formation de vos étudiants? Alors oui, on est en fait engagé dans une dynamique qui est existante et qui est amenée à se prolonger à moyen terme. C'est-à-dire qu'on a fait le constat il y a quelques années qu'on n'était pas au niveau en termes de ce qu'on proposait à nos étudiants hors gestion des ressources humaines. Et donc il y a eu une volonté de la direction de la composante de donner une impulsion pour proposer un certain nombre de solutions, pour proposer un certain nombre d'accès à des éléments de pédagogie pour les étudiants, et avec pour ce faire des ressources qui ont été déployées, qui ont été mises en œuvre pour pouvoir soit faire évoluer les maquettes qu'on a, soit proposer différents types d'enseignements. Alors, à l'heure actuelle, la problématique de la qualité de vie au travail ou de la sécurité au travail, elle est présente déjà à l'IAE sous 3 aspects. Le premier, c'est dans un aspect qui est intégré à la formation dans notre master de GRH, où là, il y a un module qui s'appelle qualité de vie au travail, qui fait 24 heures, ce qui correspond à la durée standard des matières de cœur de compétences dans notre institut. Et puis, il y a 2 autres aspects. Il y a des éléments qui ne figurent pas dans les maquettes d'enseignement, mais qui sont rendus obligatoires pour qu'on délivre le diplôme. Et là, on propose, par exemple, une certification SST pour nos étudiants du master management des administrations et des entreprises, et pour nos étudiants du master de management global de l'innovation, qui doit d'ailleurs être en partenariat avec le NSGSI, si j'ai bonne mémoire. Voilà, on propose aussi une formation PSC1 pour tous les étudiants qui sont membres de nos associations étudiantes, et les étudiants de licence ont accès aussi à une formation sur les gestes qui sauvent. Puis il y a un troisième et dernier aspect pour ce qui se fait actuellement, alors là qui n'est ni maquetté ni obligatoire, mais qui se fait sur la base du volontariat. C'est la possibilité de participer à une auto-formation en e-learning, l'auto-formation de l'INRS qui a été mentionnée tout à l'heure, sur les bases en prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Et puis, alors à l'université, en ce moment, on est tous plus ou moins pris par des éléments d'évaluation parce qu'on va rentrer dans une nouvelle phase d'habilitation dans quelques mois. Et donc, on est en train d'amorcer une réflexion sur l'évolution de nos formations et sur ce qu'on va proposer au ministère pour la prochaine habilitation. Donc, on ne sera pas décisionnaire en dernière instance, mais notre ambition, c'est de pouvoir aller plus loin dans ces éléments-là et notamment de proposer dans le cadre du cursus du Master RH l'accès à une certification en RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, pour pouvoir contribuer à donner, disons, davantage de structure à ces aspects dans nos formations initiales. Certification qui existe. Il y a des certifications qui existent, il y a peut-être des possibilités de créer des partenariats. Pour le moment, c'est encore vraiment au stade embryonnaire, puisqu'on est en train vraiment d'amorcer uniquement la réflexion. Mais en tout cas, c'est un objectif qui est souhaité par la direction actuelle de l'Institut et qui, donc, on va tout faire. Et vous parliez de base de volontariat pour les jeunes générations. Ils sont volontaires à combien de pourcents pour les formations qui sont non obligatoires? Alors, j'ai les chiffres avec moi, si vous me permettez de consulter mes notes. Ça tombe bien, oui. Voilà. Je crois que sur les étudiants à qui on a proposé des formations sur les risques professionnels sur la base du volontariat, il y a 100 étudiants au total qui ont été concernés par la possibilité de le faire et se sont portés volontaires
volontaires, 52 d'entre eux, donc évidemment 52%, ce qui est un bon signal compte tenu du fait que les promotions qui sont, alors je sais que ça peut paraître faible, je vous entends rire à côté de moi, non, les promotions auxquelles ces actions ont été proposées sont des promotions de M2 qui sont en alternance et qui donc ne sont présents sur site que pendant 2 jours par semaine, et donc avoir plus de la moitié de ces étudiants qui ont répondu favorablement, c'est à mon avis un bon signe pour l'avenir. Je vous vois acquiescer, Denis Renaud, ou Rémi Bardot aussi. Je ne sais pas quel message vous aimeriez passer à ces universitaires. Qu'est-ce que vous attendriez en matière de formation initiale? Sur quoi ils devraient être vraiment très, très vigilants? On commence avec vous. Oui, enfin, moi j'avais une question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de... on peut pas parler d'enseignement et de santé au travail si on ne parle pas de la responsabilité. D'autant plus que quand les salariés, enfin les étudiants vont aller travailler peut-être un jour dans le public, d'autres dans le privé, la notion de responsabilité est très différente. Alors, je voudrais savoir un petit peu comment les étudiants reçoivent et puis comment vous pouvez transmettre cette question. Je vais donner le point de vue de l'ENSIC. On a, outre le côté responsabilité, énormément d'enseignement et de pédagogie sur la réglementation. Voilà. Énormément, c'est-à-dire à peu près une vingtaine d'heures sur le code du travail et une trentaine sur le code de l'environnement, qui sont, je dirais, les 2 codes directement liés au sujet du jour. Si on étend le côté prévention jusqu'au code de l'environnement. La réception, on ne laisse pas le choix nous, à nos étudiants. Hein. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Je ne riais pas, je souriais. Non, c'est simplement qu'on a testé également le côté optionnel. Et aux environs de 2001, il y a une vingtaine d'années, on a décidé que la sécurité, au sens très large du terme, ne devait plus être optionnelle. Il est hors de question de faire sortir un cadre, que ce soit un cadre de master ou avec un diplôme d'ingénieur, dans nos structures sans qu'il soit parfaitement au courant de ses devoirs et qu'il soit au courant, au moins autant de sa diplomation d'une compétence vis-à-vis de la réglementation et de la responsabilité civile et pénale. Ça, chez nous, ça passe. Et il n'y a aucun étudiant qui se dit « Tiens, c'est bizarre, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu à l'ENSIC pour avoir de la responsabilité civile et pénale. » Si. Alors là, excusez-moi, j'interviens 2 secondes avant vous, si vous permettez. Mais en termes de responsabilité, ça me fait sourire, parce que de toute façon, la responsabilité de l'employeur, elle est tout le temps là. Donc on ne se pose même pas la question, il y a une responsabilité. Donc les élèves d'enseignement supérieur, ils auront des responsabilités de type employeur. Donc ils auront une responsabilité. Donc il n'y a pas à discuter, ils sont responsables quoi qu'il arrive. Et on leur demandera. Et j'ai beaucoup aimé la remarque qui a été faite tout à l'heure. On a un savoir au départ, mais ce savoir, il doit évoluer. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de donner une culture de la prévention, de donner des méthodes pour continuer à se former tout au long de sa carrière professionnelle, parce que l'évolution de la prévention et de la santé, préserver la santé au travail, elle va se faire au fur et à mesure de l'évolution des technologies et des connaissances et de l'évolution des connaissances. Donc c'est très important de rester vigilant par rapport à ça et de ne pas se considérer que parce qu'on a obtenu un diplôme 20 ans auparavant en prévention, en sécurité et santé au travail, on va pouvoir continuer toute sa carrière comme ça. La responsabilité fait qu'on doit se former tout au long de sa carrière pour continuer à être performant dans ce domaine-là. Et c'est le cas aussi, Olivier Perrin, vous me le disiez quand on préparait ces débats. Vous disiez, j'adorerais être prof de maths parce que les maths, c'est figé. Hein, mais la sécurité, la santé au travail, c'est tous les jours que ça évolue. Monsieur, vous voulez intervenir? Oui, bonjour, Florent Berdan. Je suis responsable QSE dans une entreprise du BTP. Et je pense que former à la prévention, c'est très bien. Mais si on ne leur donne pas l'intérêt d'avoir cette prévention, ils vont vite aller à l'essentiel quand ils seront dans le monde du travail. Je pense qu'il faut que dans la formation de la prévention de nos jeunes et nos moins jeunes, il faut donner l'intérêt d'avoir cette prévention. C'est un intérêt économique, un intérêt organisationnel qui va leur permettre de s'apercevoir que la prévention, elle n'est pas là juste parce qu'il y a une réglementation, juste parce qu'il y a du pénal, juste parce qu'on nous l'a appris,
mais il y a un réel intérêt à mettre la prévention en support de notre production, et on évitera ce qu'on a entendu tout à l'heure de dire le quart d'heure sécurité, vous me signez là parce qu'il me fatigue. Quand le gars il verra qu'il aura gagné en productivité avec son équipe parce que dans le quart d'heure sécurité, il aura eu un mode opératoire qui aura été mis en place, je pense qu'on aura gagné pas mal de choses. Je pense que vous diffusez dans cet esprit auprès de vos élèves. Oui, j'aimerais bien répondre parce que pour moi et pour nous, la prévention des risques, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas une démarche à faire en plus, une couche en plus à avoir, etc. Pour nous, ça rentre complètement ça fait partie intégrante de la responsabilité sociétale des entreprises. Et chose qu'on enseigne également, on les fait travailler sur leurs valeurs, sur l'éthique de l'ingénieur, sur la responsabilité de l'ingénieur. Donc c'est quelque chose de complètement global et c'est pas quelque chose qu'on prend à part. C'est vraiment intégrer un tout pour aller vers... nous, on emploie carrément ces termes-là, vers l'épanouissement des hommes et des femmes qui travailleront avec eux dans le cadre de leur futur emploi. Donc c'est ce qu'on recherche et on a créé un référentiel emploi compétences dans ce but-là pour montrer que ce qu'on attend d'eux, c'est que dans leur métier de chef de projet, ils puissent arriver à faire s'épanouir les gens qui bosseront avec eux. Mais ça peut paraître utopique et Oui. idéaliste, mais ça marche quand même. Je vais vous donner la parole bientôt. Je ne sais pas si c'est utopique, mais vous êtes tous quand même dans des filières assez sélectives, y compris vous, à l'IAE, avec des gens qui vont être les élites de demain, qui eux-mêmes sont dans une espèce de compétition ou de cerveau fait pour gagner. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous leur demandez comme effort et culture pour rentrer dans ces écoles très élitistes et en même temps de développer cette culture de la prévention? Pourquoi ? Je ne sais pas, cet esprit du faut gagner à tout prix, est-ce que ce n'est pas le meilleur qui gagne et c'est le meilleur qui avance et tant pis pour les dégâts collatéraux? Je ne réponds pas pour les formateurs, enfin pour les enseignants, mais je vais prendre une image d'une équipe de football. Vous avez une équipe de football qui joue le championnat des nations, c'est les meilleurs, mais s'il y en a un qui est blessé, ça ne va pas marcher. Donc la culture de la prévention, elle est partout, et puis à tout niveau, et puis c'est dans tous les postes, et juste par rapport à l'élite. Je pense qu'il n'y a pas de culture d'élite dans une entreprise. Tout le monde est important et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Depuis l'ouvrier qui porte les cartons, qui va faire une tâche répétitive qui peut paraître un peu compliquée, mais sur laquelle il faut travailler justement pour la rendre de moins en moins compliquée et la rendre la plus performante possible pour l'entreprise, mais aussi sans qu'il se blesse, jusqu'au patron qui, lui, a d'autres risques et d'autres choses à faire. Mais cette pyramide globale, au final, il n'y a qu'un résultat, c'est le résultat de l'entreprise, et c'est un résultat de l'ensemble. Donc j'insiste quand même là-dessus en tant que responsable d'entreprise. Une entreprise, c'est un tout, c'est pas uniquement le patron, c'est pas uniquement les ingénieurs, c'est tout le monde. Par rapport à votre remarque, je pense que les étudiants, les futurs ingénieurs ont bien intégré qu'ils seront meilleurs s'ils ont pris en compte la prévention, si ça leur permettra, en fait, ça permettra à leur entreprise d'économiser de l'argent. Et ça, ils en ont bien conscience à l'heure actuelle. Et donc, c'est bien en faisant de la prévention qu'ils seront les meilleurs. Oui, il faut repartir sur la définition. Qu'est-ce qu'un ingénieur ? Les ingénieurs qu'on forme, en tout cas, sur les écoles, je dirais, de Nancy, c'est pareil sur toute la France quasiment, sont des ingénieurs pour l'industrie. Et ces élèves qui sont sélectionnés, triés, voilà, ok, ils sont très bons. Mais ils savent également que leur devenir ne va pas se figer. Alors, il y a des très bons, et il y a des moyens, et il y a des excellents également. Et en gros, leur carrière va, en gros, se faire en fonction de leurs résultats et de leur capacité à être des managers. Voilà. On peut former un excellent ingénieur qui sait faire des calculs de dimensionnement pour construire une usine quelconque. Ce gars, on va le diplômer, cette personne, pardon, on va la diplômer à 22, 24 ans, 25 ans grand maximum. Il ne faut pas s'imaginer qu'à 65 ans ou à 67, cette personne fera encore du dimensionnement exactement de la même façon pendant plus de 40 ans. Très rapidement, il y a une barrière à 30 ans, puis une barrière à 40 ans, où cette personne va passer dans une branche managériale
Et ça, très rapidement, on donne aux gens qui ont cette capacité également l'opportunité d'encadrer 3, 5, 10, puis 15, voire peut-être devenir directeur de site, d'usine. Et ça se fait automatiquement avec la capacité, actuellement, hein, la capacité à encadrer, à piloter, à comprendre ce monde hyper complexe de l'industrie. Oui, donc par rapport à un ingénieur, la réalité, qu'est-ce qui se passe en sortant de l'école? On vous confie un projet, vous êtes ingénieur projet, on vous dit de développer un produit ou une chaîne de production. Et en fait, je trouve que dans ce que vous dites, il y a une composante qui manque essentiellement et qu'on n'explique pas à l'école, c'est que vous allez devoir conjuguer les impératifs du directeur des achats qui lui aussi a envie de monter, l'ingénieur méthode également qui a envie de monter. Et en fait, c'est ça toute la complexité, c'est que vous pouvez être le plus convaincu de la sécurité pour vous-même. Vous allez devoir conjuguer avec ces éléments qui peuvent être contradictoires. Et un jour, le directeur général qui vous dit « Mais madame, votre budget est surdimensionné. On n'est pas au retour sur investissement prévu. » Donc, il ne faut pas leurrer les étudiants. Il faut leur expliquer que oui, il faut montrer ce que c'est que la sécurité concrètement. Mais il faut leur montrer que ça ne va pas être facile. Parce que pour pouvoir vraiment la concrétiser sur une chaîne de production et pas leurrer les ouvriers, eh ben, il va falloir se battre. Et oui, les cadres se battent auprès de leur direction. Voilà, si vous pouviez passer ce message. Ah mais on le fait tous. Il y a d'autres interventions ici. Non, mais on sait tous que c'est un système hyper complexe et que les intérêts économiques sont derrière, ça c'est certain, et que des fois ça passera, des fois ça passera pas. Mais si on dézoome le système, on s'aperçoit qu'il est vraiment en amélioration continue. Parce que quoi, la sécurité, ça coûte cher. Tout à l'heure, vous disiez que la sécurité, ça rapporte. Mais là, vous dites, ça coûte cher, la sécurité? Bien sûr que ça rapporte. Je viens de le redire, la sécurité, ça ne coûte pas, ça rapporte. Bonjour, Sandra Campaner, de la CPME. J'aimerais avoir le retour des formations qui sont faites en industrie ou dans les entreprises de vos étudiants. Qu'est-ce qu'ils pensent de la sécurité mise en place? Quand ils rentrent d'entreprise, hein, comment ils évaluent quand ils sont en stage, c'est ça, hein, comment ils évaluent? Personnellement, j'ai un retour qui est plus sympa que de regarder les stages, parce que les stages, c'est bien, mais les élèves n'ont pas automatiquement l'œil à la base, parce qu'ils ont 20 ans quand ils font leur stage ouvrier. Par contre, on a à l'ENSIC un master en sécurité, un master QHSE. C'est un M1 et un M2, donc ils sont bac plus 4, bac plus 5, tous les deux en apprentissage. Franchement, ils ont déjà une culture de sécurité. C'est-à-dire qu'ils arrivent déjà avec des formations professionnalisantes en sécurité. Les apprentissages se passent, alors il y en a une petite vingtaine tous les ans, à 95% dans le quart nord-est de la France. Donc je dirais au maximum Lille, Troyes, Dijon, Strasbourg, on a fait le tour du coin. Ça dépend des secteurs d'activité. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça dépend de la taille de l'entreprise, parce qu'il y a toujours le principe de la thermodynamique qui dit qu'on fait avec ce qu'on a. Mais dans tous les cas, je le redis, on est en amélioration. Et si on compare avec 1980 ou 1990, c'est comme si on comparait avec 1880. Voilà. Vous diriez la même chose à l'ENSGSI, à l'EIGM, à l'IAE? Je ne sais pas si c'est des notions qui apparaissent dans leur rapport, peut-être pour vous redonner. On est, nous, sur des stages qui sont différents par les missions qui sont confiées et par aussi les départements ou les fonctions organisationnelles dans lesquelles nos étudiants ont vocation à intervenir. Pour autant, on a aussi parfois des retours d'expérience. On leur demande, dans le cadre de leur stage, dans la conclusion, de faire une auto-évaluation, de nous parler de la manière dont ça s'est passé. Je pense que pour ce qui relève des métiers du management, c'est davantage une prise en compte de certains risques qui sont liés à une forme d'exigence et de pression sur le respect d'horaire de travail, le respect d'instructions données par la hiérarchie, et parfois une découverte du monde du travail et de la nécessité de devoir interagir avec des gens qui ne sont pas de la même génération, qui ne sont pas nécessairement aussi bienveillants qu'on peut l'être quand on est dans une relation avec un enseignant ou une enseignante.
Donc on a plus des retours qui sont sur cet aspect-là qu'une capacité à pouvoir juger des process de production et de la manière dont ils sont mis en œuvre et organisés. Retour terrain sur le NSGSI et le IGM, et puis je redonne la parole à madame. Oui, Ça évolue, ils disent que voilà, les rapports aujourd'hui, il y a 20 ans, ça évolue positivement. Oui, ça évolue positivement. On a quand même encore une trentaine de % d'élèves qui n'ont pas fait de visite au départ avant de commencer leur stage. Et bon, c'est pas négligeable. Et là, en stage ouvrier, c'est vraiment tout type de taille d'entreprise. Mais ça s'améliore. Et ceux qui font quelque chose, par contre, les entreprises qui font quelque chose le font bien en général. C'est vraiment pris au sérieux. Valérie Wittstoom. Je ne sais pas si votre question portait sur des retours d'expérience, de mauvais retours d'expérience d'étudiants. Nous, on les interroge aussi à leur retour de stage ouvrier. Ils ont une soutenance à faire et l'aspect sécurité est mis en avant. On a eu très très peu de mauvais retours. Et donc, alors, deux possibilités. Soit ils ne nous disent pas tout, mais je pense quand même que vu la façon dont on les interroge, ils auraient la possibilité de le faire. Ou soit alors, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Et de plus en plus, les cas qu'on a pu citer précédemment, je ne sais plus qui a donné un exemple, se raréfient. En tout cas, pour nos étudiants. Alors, ici, qu'est-ce que vous voulez dire? Bonjour. Pardon ? Oui. Donc Virginie Kayser, moi je suis ingénieure chimiste de formation à l'École nationale de chimie de Mulhouse. Donc voilà, dans mon parcours, j'ai eu effectivement intégré tout ce qui était sécurité dans le cursus classique, ce qui n'a pas empêché en 2006 un drame de l'école, puisqu'on a connu effectivement un bâtiment soufflé et un décès, voilà, pendant l'année d'alternance. Après, moi j'ai un peu mal tourné, puisque maintenant je suis responsable du pôle prévention au service de santé au travail de Meurthe-et-Moselle. Voilà, petite remarque, service qui n'a pas forcément été invité aujourd'hui, et pourtant, l'importance effectivement de pouvoir partager ça. Donc moi, en tant que préventeur sur le terrain, je suis ravie d'entendre effectivement que les futurs cadres, les futurs managers seront effectivement formés à tout ça, puisque nous, on se rend compte que sur le terrain, c'est des relais privilégiés. Sans acteurs effectivement convaincus, c'est souvent très compliqué de faire bouger les choses. Et le premier acteur à convaincre, c'est effectivement le directeur. Donc des fois, effectivement, entre l'encadrement et la direction, c'est des compromis, effectivement, sur le terrain. Et ce ne sera pas une question, mais finalement une doléance. À quand, effectivement, l'ouverture de ce partenariat INRS, SP, STI, etc., pour développer cette culture prévention en commun, collectivement, au niveau des dirigeants actuels? Non, des entreprises, puisqu'effectivement, les managers ou les futurs cadres, etc., seront confrontés à des dirigeants qui n'ont pas forcément la même culture, donc juste à quand cette ouverture-là pour partir tous en rang serré? Oui. Alors là, on sort du cadre de la formation initiale. Hein. Vous parlez plus, effectivement, de comment raccrocher les anciens qui sont actuellement à la tête des entreprises pour qu'ils adhèrent à ces valeurs nouvelles et que les jeunes générations puissent trouver un écho. Je pense que c'est vous qui avez la réponse. Juste, hein. pardon. Non, je suis un peu mal placé pour répondre, mais je vais le faire quand même un petit peu. Mais je vais le faire rapidement. De toute façon, ça va être, et c'est exactement ce que vous avez dit. C'est une question de contagion et c'est un moment de diffusion. À partir du moment où l'état d'esprit va diffuser au fur et à mesure, et ça va être quelque chose qui va monter dans les générations, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement et on n'aura pas besoin de convaincre parce que c'est quelque chose qui aura été dans leur gène de leur formation. Mais je voudrais juste vous donner deux dates parce que vous avez parlé beaucoup de dates de 1985, etc. Les premières études sur les risques au travail, elles datent de l'Antiquité, avec Hippocrate, avec Galien. Ils ont déjà, avant Jésus-Christ, on parlait des risques de l'eau polluée, du plomb, des choses comme ça. Ensuite, même Benjamin Franklin s'est intéressé à ça. On a commencé à faire la médecine du travail, ça date du 12 octobre 1946, ça fait 75 ans. Et en 1985, c'est devenu la santé au travail. Le virage médecine-santé, on découvre qu'il n'y a pas que soigner, il y a prévenir, santé. Et ensuite, on fait rentrer, alors c'est un peu concomitant, les chefs d'entreprise dans les conseils d'administration aussi des écoles. Et c'est là aussi où c'était intéressant. Mais vous imaginez pas la difficulté qu'il faut pour convaincre un chef d'entreprise d'aller siéger dans un conseil d'administration d'une école. Hein, mais c'est affolant parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire bouffer.
Bon. Et puis maintenant, ça y est, on se parle. Et quand on se parle, on se comprend. Et vous avez dit, un stage ouvrier, ça n'a pas la même signification pour un chef d'entreprise par rapport à pour un professeur. Au départ, ça n'a pas la même signification. Mais au fur et à mesure de l'accueil de plusieurs générations d'élèves ingénieurs ou d'ouvriers, les choses vont évoluer. Donc il faut donner le temps, il faut être motivé, et le temps va être notre allié pour justement faire cette contagion. Denis Bardot, qu'est-ce que vous vouliez ajouter ? Oui, excusez-moi tout à l'heure, mais oui, d'abord pour vous répondre à votre question, il y a un élément qui risque de faire bouger le paysage actuellement, c'est la loi dont on a fait référence tout à l'heure, qui est donc sur la prévention, et où justement il y a quand même le rôle des services de santé au travail qui ont changé de nom, etc., et qui se voient plus au centre, disons, je vais résumer, mais plus au centre du dispositif pour justement faire en sorte que les documents uniques soient rédigés, puisque en fait on sait qu'actuellement en entreprise, il n'y a qu'une entreprise sur deux qui a un document unique d'évaluation des risques, et un certain nombre de progrès, y compris sur le maintien en emploi, qui est une préoccupation en France très importante. On a toute une partie de notre population qui, avant même d'être en retraite, n'est plus en capacité de tenir un poste de travail. Je voulais quand même revenir, parce que est-ce que la santé, ça rapporte toujours, et je ne suis pas sûr que ça rapporte toujours et tout le temps. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on regarde... Que ça rapporte à qui ? À l'entreprise ? Enfin, la prévention, la sécurité... pardon, de façon plus large. Hein. J'ai dit... oui, pardon. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs, en tout cas, qui n'en sont pas convaincus. C'est-à-dire que quand on regarde comment se passe pour les salariés de la grande distribution, parfois certaines conditions de travail, on a l'impression que véritablement... Je ne sais pas si ça coûte moins cher, mais en tout cas, c'est plus intéressant des fois d'utiliser un petit peu le salarié Kleenex, c'est-à-dire que quand il a commencé à montrer certaines maladies, des troubles musculo-squelettiques ou d'autres problèmes, eh bien, en fait, l'objectif est de s'en séparer le plus rapidement possible. Et voilà. Donc, et puis, je voulais quand même rajouter aussi autre chose, c'est que le problème, c'est qu'en France, on a quand même des systèmes qui sont un petit peu tordus. Je vais vous donner deux exemples, et je pense que souvent, j'imagine que vos étudiants ne sont pas préparés à ça. C'est-à-dire que dans les universités, par exemple, il y a des budgets fixes. Ce qui veut dire que si d'un seul coup il y a des gros travaux dans l'université, eh bien il faut grignoter sur autre chose. Et si le responsable n'arrive pas à se faire entendre, etc., eh bien en fait, la seule parade qu'il a, c'est de faire en sorte de ne pas être au courant. Parce que s'il y a un accident et si ça va en justice, eh bien c'est sa seule parade. Voilà. Donc on voit bien que là, on a un système un peu tordu. Et heureusement, il y a aussi des hommes et des femmes qui ne considèrent pas la prévention uniquement sous l'aspect monétaire et réglementaire. Et puis dans le privé, on a énormément d'employeurs qui ont pesé là sur les négociations pour dire mais nous, on est trop responsables. Ben, trop responsable, ça aboutit, on parle, vous savez, de l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens. Donc l'obligation de résultat pour un employeur, c'était quand même la règle en France. Maintenant, la nouvelle loi a introduit la notion d'obligation de moyens renforcés. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait ce que ça veut dire, mais c'est quand même une façon d'introduire des choses un peu floues, et on verra peut-être pas avec l'expérience ce que ça donne, mais c'est une dérive qui nous paraît inquiétante, en tout cas pour nous, organisations syndicales. Ce n'est pas le débat, mais l'obligation renforcée et l'obligation de résultat, c'est différent, bien évidemment. Mais c'était une sorte de protection juridique pour éviter certaines dérives. Et c'est la démonstration d'avoir mis en place tous les moyens connus et nécessaires pour éviter le risque. Et donc c'était pour éviter une judiciarisation trop importante d'un certain nombre de choses. Maintenant, je comprends l'image qui est donnée.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui sont quand même plus vertueux que ce qui a pu être fait. Et heureusement, ils vont l'être de plus en plus avec les formations des écoles d'ingénieurs et des écoles supérieures qui sont développées, et qui sont données aux futurs responsables, managers de proximité et managers de site, parce que c'est des gens qui vont être dans cette culture de la prévention. Oui, et avec le risque Il faut faire aussi, confiance à l'humain aussi. Avec le risque aussi, dans une société qui rend hyper responsable, de ne plus trouver de cadre ou de manager pour prendre des responsabilités et peut-être des risques au sein d'une entreprise. Non? Oui, hein, ça, par exemple, ou ailleurs. Hein, voilà. Ben, ça tombe bien que vous ouvriez ce volet. Oui, alors. Oui, un complément, il y a une ficelle très intéressante pour quelqu'un qui fait de la pédagogie sur la dernière discussion où on parle du code du travail avec l'obligation de résultat, l'obligation de mise en œuvre, etc. C'est l'historique. L'historique de la prévention et de la sécurité. Si on va pas la peine de remonter à Aristote ou autre, je pense pas nécessaire de monter aussi loin, mais remonter obligatoirement vers 1850 et regarder où on en est en ce moment dans ce pays et comment on en est arrivé là. Et se dire qu'à chaque fois que ce sont des avancées et pas automatiquement des reculs. Et comparer ensuite, parce que nos élèves ingénieurs que l'on forme, maintenant même quasiment tous les diplômés que l'on forme, ne vont pas tous travailler en France. Donc automatiquement, on a une internationalisation. Et si on commence simplement à leur parler du Code du travail français, alors qu'il n'y en a peut-être que 20% qui vont travailler en France. Certains vont travailler avec un contrat de travail de droit roumain, ou bulgare, ou polonais, ou repartir dans un autre pays en dehors de l'Union européenne. Il faut leur montrer où on en est, il faut leur montrer comment on en est là, et pourquoi on en est là, tous les acquis sociaux, au sens propre du terme, et montrer que le but, c'est vraiment une responsabilité sociale des organisations. Je parle bien des organisations, hein, RSO plus que RSE, et qui doivent vivre avec pour pouvoir se projeter, vivre et survivre. Et continuer à avancer.